Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Une analyse coût-bénéfice de la Coupe du monde de rugby 2007 en France. Cadrage méthodologique et cas pratique. Éric Barget, Jean-Jacques Gouguet. De multiples polémiques existent entre économistes au sujet de l'évaluation de l'impact des grands événements sportifs. La Coupe du monde de rugby, CMR, n'échappe pas à un tel débat et la question a été posée de savoir quel est l'impact de la CMR sur l'économie française. Il est très difficile de répondre à cette question, et certains chiffres déjà avancés avant la tenue de l'événement relèvent plus de l'instrumentalisation politique que de l'analyse économique. En effet, la surévaluation des retombées économiques des grands événements sportifs s'explique largement par l'utilisation politique des résultats qu'en font les acteurs impliqués pour justifier la tenue de la manifestation. Pouvoir public, pour compenser les augmentations de dépenses ou d'impôts, organisateurs, pour demander des subventions, organisations internationales, pour vendre l'événement. Au-delà du fait que ces calculs d'impact sont la plupart du temps faux, ils ne sont pas légitimes pour justifier l'organisation ou non de la manifestation. La légitimité d'un projet doit toujours s'apprécier par rapport à l'utilité sociale qu'il génère, et non pas par rapport à l'ampleur de ses retombées sous peine d'aboutir à des absurdités. Ce qu'il faut ici, c'est une analyse de rentabilité sociale reposant sur les instruments du calcul coût-bénéfice. Les difficultés méthodologiques rencontrées et principalement celles qui sont liées à la prise en compte des externalités du spectacle sportif, amènent là encore à relativiser l'interprétation des résultats, d'où l'importance de présenter très précisément les bases méthodologiques du calcul. Le CDES, en collaboration avec la Direction interministérielle aux grands événements sportifs, DIGE, et avec la participation de toutes les villes d'accueil, a entrepris une étude de rentabilité venant compléter un calcul des retombées économiques. Un guide méthodologique reposant sur des outils labellisés a été élaboré dans une double perspective. Mesurer l'augmentation de valeur ajoutée et d'emploi pour les villes d'accueil, mesurer l'augmentation nette d'utilité sociale créée. La première approche est un calcul traditionnel d'impact qui consiste à recenser tous les flux monétaires rentrant et sortant du territoire, l'ampleur de ces flux étant toujours conditionnée par le degré de cohérence de l'économie locale. La seconde approche consiste à évaluer les coûts et bénéfices élargis de la CMR, c'est-à-dire calculer la valeur économique totale de la CMR en incluant sa valeur d'usage, avec la méthode des coûts de transport, mais également sa valeur de non-usage, avec la méthode d'évaluation contingente. C'est cette dernière approche que nous allons présenter. Dans un premier paragraphe, nous rappellerons les principes généraux de l'analyse coût-bénéfice de la CMR. Dans un second paragraphe, nous précisons les modalités de collecte et de traitement de l'information et nous l'illustrons par un cas concret, celui de la région PACA. 1. Principes et problèmes méthodologiques du calcul. L'analyse coût-bénéfice est un instrument d'aide à la décision qui évalue les projets en termes de conséquences, positives ou négatives, sur le bien-être de la société. Après une présentation d'ensemble des problèmes posés par l'appréciation de l'impact de la CMR sur le bien-être social, il faudra réfléchir sur le choix des méthodes pour effectuer une telle mesure. La valeur économique totale de la CMR, Coupe du monde de rugby. Il faut repérer et évaluer les coûts et les bénéfices. Repérage des coûts et bénéfices. Les bénéfices et les coûts se définissent dans l'analyse économique comme des changements dans le bien-être des individus, c'est-à-dire un accroissement dans le cas des bénéfices ou une réduction dans le cas des coûts. Le tableau suivant figure 1 récapitule l'ensemble des bénéfices et des coûts liés à la CMR. Tableau 1 typologie des bénéfices et coûts de la CMR. Dans l'ensemble, ces bénéfices et ces coûts sont d'une double nature. Certains relèvent de la sphère marchande et pourront s'évaluer au prix du marché. D'autres sont hors marché et relèvent de la catégorie des externalités. L'essentiel des coûts liés à la Coupe du monde de rugby relève de la sphère marchande, et nous avons retenu les rubriques suivantes. Les coûts des infrastructures sportives et non sportives. Selon les régions, il y a eu des constructions nouvelles, des rénovations, des mises à disposition. Les dépenses d'organisation. Il s'agit d'achats de biens et services,
de rémunérations versées et de subventions ou exonérations accordées. Les dépenses de valorisation. Ce sont les dépenses effectuées par les CLC ou d'autres acteurs responsables des animations, sous forme d'achat de biens et services et de rémunérations versées. La mise à disposition de personnel. De multiples personnels appartenant à des services divers, sport, espaces verts, communication, ressources humaines, finances, ont été mises à disposition de l'organisation de la Coupe du monde de rugby. La valeur des services rendus doit être évaluée, puisque cela constitue un coût pour le contribuable. Il reste un coût hors marché que nous avons cherché à évaluer grâce à notre questionnaire. Les nuisances supportées par les résidents à proximité des stades lors des jours de match. Cela peut concerner le bruit, la congestion routière, le stationnement des véhicules. Certains bénéfices relèvent de la sphère marchande et pourront s'évaluer au prix du marché. La valeur de la Coupe du monde de rugby est ainsi appréciée en partie par le montant des dépenses de tous les spectateurs qui traduit ainsi l'utilité sociale engendrée, le surplus du consommateur. D'autres bénéfices relèvent de la catégorie des externalités qui concernent pour l'essentiel la cohésion sociale du territoire, son image de marque ainsi que la dimension patrimoniale de la Coupe du monde de rugby. Selon qu'ils sont marchands ou non marchands, ces coûts et bénéfices seront donc plus ou moins faciles à mesurer, ce qui repose l'éternel problème de la valeur. Évaluation des coûts et bénéfices. Dans le calcul coût-bénéfice traditionnel, les économistes utilisaient la valeur d'échange des biens, ce qui revenait à ignorer toutes les externalités et à ne pas tenir compte des défaillances du marché qui faussent les prix. Pour pallier cet inconvénient, les économistes recourent désormais au calcul économique élargi intégrant les externalités, ce qui a entraîné un véritable bouleversement dans l'aide à la décision. Des projets jugés rentables avec un calcul traditionnel sont apparus non rentables avec un calcul élargi. Cette révolution dans le calcul économique s'est effectuée pour la première fois dans le champ de l'économie de l'environnement à partir des années 70. L'économie du sport n'y a pas échappé et a intégré, plus récemment, les nouveaux concepts de valeur introduits par les environnementalistes pour définir la valeur économique totale, figure 1. Figure 1, la valeur économique totale de la CMR. Sur la base de ces définitions, la valeur économique totale de la CMR est la mesure de l'utilité sociale que les individus en retirent. La valeur d'usage direct correspond à l'utilité effectivement ressentie par le consommateur du spectacle sportif. La valeur d'usage indirect mesure l'utilité ressentie par les individus du fait des conséquences positives du spectacle sportif sur la cohésion sociale du territoire et son image de marque. La valeur d'option reflète l'utilité ressentie par les individus pour la possibilité de bénéficier encore, dans le futur, du spectacle sportif. Il s'agit de conserver l'option de l'organisation d'un tel spectacle et d'éviter sa disparition. La valeur de legs mesure la satisfaction ressentie par la transmission de la Coupe du monde de rugby aux générations futures. Elle mesure essentiellement une valeur citoyenne, celle qu'on peut accorder à la culture sportive comme patrimoine de l'humanité. La valeur d'existence mesure l'utilité retirée par un individu du fait de savoir que ce spectacle existe avec tous ses avantages, même s'il n'y assiste pas. La somme de toutes ces valeurs donne la valeur économique totale du spectacle sportif. Comme certaines de ces valeurs sont hors marché, les économistes ont inventé depuis une trentaine d'années diverses méthodes pour révéler le consentement à payer des agents. Les méthodes employées. 3 ensembles de méthodes d'évaluation existent dans la boîte à outils des économistes. Les marchés de substitution, les marchés hypothétiques ou évaluation contingente et la valorisation monétaire des effets physiques. Dans le champ de l'économie du sport, ce sont essentiellement la méthode des coûts de transport, MCT, et la méthode d'évaluation contingente, MEC, qui sont apparues les plus adaptées. La méthode du coût de transport. Elle part du principe que la dépense de transport engagée par un individu pour se rendre en un lieu révèle l'utilité que lui procure la consommation d'un bien, le spectacle sportif, en ce lieu. Cette méthode permet ainsi de déterminer la valeur d'usage de chaque match de la Coupe du monde de rugby. Sur la base des données collectées dans chaque ville à l'occasion de chaque match à partir d'enquêtes de terrain, voire plus loin, l'analyse de la Coupe du monde de rugby passe par 3 étapes.
D'abord, l'établissement de la fonction de fréquentation qui exprime la relation entre taux de visite et coût de transport à la suite des opérations suivantes. Découpage du territoire en zones concentriques, de plus en plus éloignées du lieu du spectacle sportif. Calcul du taux de visite pour chaque zone, nombre de visites rapportées à la population X 1000. Calcul du coût de transport généralisé par visite, coût du temps plus coût d'utilisation du véhicule plus coût d'hébergement. Fonction de participation, régression entre le taux de visite, TVI et le coût de transport pour chaque zone du type, CTRI. TVI égale E plus B CTRI plus 2, ou log TVI égale E plus B log CTRI plus euro. Ensuite, l'établissement de la courbe de demande sur la base du tableau 2. Tableau 2. Détermination de la demande pour différents prix d'entrée fictifs additionnels. Pour chaque zone, on ajoute au coût initial de la visite un prix d'entrée, tableau 2. À partir de la fonction de participation, on en déduit le taux de visite puis le nombre de visites. Le nombre total de visites à un prix fictif additionnel donné est la somme du nombre de visites de chaque zone. Sur ces bases, il est possible de tracer la courbe de demande, figure 2. Figure 2, la fonction de demande pour un événement sportif. Enfin, le calcul du surplus du consommateur mesure le montant total que les spectateurs auraient été prêts à payer en supplément du prix d'entrée. C'est l'aire représentée sous la courbe de demande, et qui peut être approximée par la méthode des trapèzes. La fiabilité des résultats obtenus par la méthode des courbes de transport dépend pour l'essentiel de la qualité de l'ajustement économétrique, permettant de déterminer la fonction de participation. La méthode d'évaluation contingente. Cette méthode permet l'évaluation des valeurs de non-usage et procède par révélation directe des préférences sur la base d'un questionnaire. On comprend donc l'importance de ce dernier pour éviter des biais classiques, Bard 1990, ainsi que l'importance de ses modalités d'administration auprès des spectateurs. Notre questionnaire se compose de 3 blocs. Un premier bloc permet de faire révéler le consentement à payer de l'individu pour le financement de l'organisation de spectacles sportifs dans la région. Un deuxième bloc permet de situer la Coupe du monde de rugby par rapport aux autres spectacles sportifs organisés dans la région, et donne des informations sur les motifs de soutien ou non à la Coupe du monde de rugby. Un troisième bloc permet de déterminer un profil du répondant par rapport à des variables socio-démographiques, et par rapport à son intérêt pour le sport. Ce questionnaire, avec quelques variables, est administré à 3 types de populations. Les 3 questions utilisées pour révéler le consentement à payer des individus sont présentées dans le tableau 3. Tableau 3. Les questions centrales sur le consentement à payer. Une échelle de référence, figure 3, était proposée aux répondants pour qu'ils puissent relativiser leur consentement à payer en fonction de ce qui est réellement dépensé dans la région. Les réponses les moins fiables ont été ainsi écartées. Figure 3, échelle de valeur proposée aux interviewés. À partir de toutes les données collectées sur les coûts et des calculs effectués pour mesurer tous les bénéfices, il a été possible de calculer le bénéfice net de la CMR dans chaque région et, par agrégation, au niveau national. Nous nous contenterons de donner l'exemple d'un tel calcul pour la région PACA. 2. Étude de cas. Présentation générale. Les tâches étaient préalablement réparties entre les différents acteurs de l'étude. La DIGE, Direction interministérielle aux grands événements sportifs, était le commanditaire de l'étude, l'interface avec les acteurs nationaux, GIP, ministère du Tourisme, et également le vecteur par lequel les données relatives à la participation de l'État pouvaient être mobilisées avec un grand niveau de finesse. Le CDES était chargé de la mise en place de la méthodologie et de coordonner l'étude au plan national à travers la mise en ligne de l'ensemble des documents relatifs à la méthode et l'organisation de réunions régulières avec les responsables régionaux de l'étude. Il était aussi prévu de centraliser les traitements effectués dans chaque région et de rédiger une synthèse globale. En fait, le laboratoire a dû conduire la plupart des traitements de données. Les coordonnateurs régionaux devaient, en relation avec les DRDJS, articuler la collecte et le traitement des données sur leur territoire, mobiliser les forces vives, cabinets d'études, centres de recherche,
recruter et encadrer le travail des enquêteurs, rédiger un rapport de synthèse régionale, faire remonter l'ensemble des données au CDES et à la DIGE. Les enquêteurs administraient les questionnaires auprès des spectateurs, des habitants ou des acteurs institutionnels, GIP, CLC, collectivités, et complétaient des grilles de saisie qui leur étaient fournies par le CDES. Collecte des données. Pour aborder la manière dont nous avons collecté les données, il est préférable de partir du cadre général de l'analyse et d'identifier le mode de recueil qui a été choisi en fonction de la nature des informations qu'il fallait mobiliser. Tableau 4. La mesure des bénéfices sociaux a nécessité le recours à des enquêtes qui ont été administrées par 15 à 20 enquêteurs pour chaque site, qui avaient été préparées lors de plusieurs réunions organisées à la DIGE, sous le contrôle du coordonnateur local de l'étude. Tableau 4. Le cadre général d'analyse et la collecte des données. Deux types d'enquêtes peuvent être distingués. Des enquêtes ont été administrées aux spectateurs présents dans le stade ainsi qu'aux spectateurs assistant au match devant les écrans géants érigés dans les villes, pour mesurer la satisfaction qu'ils retiraient de la consommation du spectacle. Des accréditations ont été fournies par le GIP, mais ces entrées ne donnaient pas accès aux tribunes pour des questions de sécurité. Il n'a donc pas été possible de tirer au sort les sièges qui constitueraient l'échantillon. Il a fallu faire confiance aux enquêteurs en faisant l'hypothèse de leur objectivité dans le choix des personnes sondées. Pour ce qui concerne les écrans, les conditions de l'interview ont été dans certains cas délicates du fait de l'ambiance et la détermination du nombre de personnes concernées complexe. Parfois par le tracé du périmètre au sol, parfois au dire des experts. Néanmoins, ce recueil d'informations a pu être réalisé sans difficulté majeure, le questionnaire étant en outre relativement simple. Des enquêtes auprès des habitants, s'inscrivant dans le cadre de la méthode d'évaluation contingente, et visant à déterminer leur consentement à payer des impôts pour soutenir l'accueil de la CMR ont été complétés. Plusieurs types de populations nous ont semblé devoir être distingués, car pouvant accorder un intérêt différent à la CMR. Ainsi, un panel de contribuables a été constitué, avec stratification géographique, mais des personnes habitant au voisinage des stades ont également été interviewées, parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir supporté de nuisances, ainsi que des sympathisants rugby ou fans de rugby qui peuvent être soit des licenciés, soit des spectateurs de matchs professionnels, sans doute plus enclins à soutenir l'événement en tant que passionnés de rugby. L'expérience des acteurs locaux a été ici primordiale pour identifier ces différents publics, les spécificités territoriales étant parfois très marquées, comme pour le voisinage du stade selon qu'il se trouvait intégré dans la ville comme à Bordeaux ou excentré comme à Saint-Denis. Les habitants ont été interrogés par téléphone, tandis que le voisinage et les fans rugby ont été interviewés en face à face. La tâche a été parfois délicate, dans la mesure où le questionnaire était sophistiqué, demandant un niveau d'effort soutenu et une capacité de réflexion minimale. Ce sont au total près de 12 000 questionnaires qui ont pu être saisis et exploités, voir tableau 5. Nous pouvons remercier les coordonnateurs régionaux qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour atteindre, voire dépasser dans certains cas, les quotas minimums que nous avions déterminés pour que les chiffres soient significatifs statistiquement. Tableau 5. Effectif des personnes interrogées par type d'enquête. La mesure des coûts sociaux s'annonçait plus aisée, dans la mesure où il s'agissait de rassembler des données ayant une dimension institutionnelle et largement centralisée dans quelques collectivités publiques. C'était sans compter avec les élections municipales qui ont posé de grandes difficultés sur le terrain, pour l'estimation des dépenses occasionnées par l'événement. Il y a des enjeux politiques forts derrière ces chiffres, cette difficulté n'ayant pas été appréciée à sa juste valeur dès le départ, mais d'un autre côté, on voit mal quel autre levier que ceux utilisés aurait permis de lever le problème. Ici encore, l'appui de l'État via la DIGE s'est avéré indispensable pour vérifier la cohérence des données et compléter les données manquantes. Traitement des données. Un véritable didacticiel a été mis à disposition des coordonnateurs locaux de l'étude qui avaient à leur disposition un guide méthodologique précis. Des fiches techniques étaient proposées sur le site du CDES afin d'expliciter la démarche et d'indiquer comment procéder concrètement, tableau 6. Cela a permis d'avoir une homogénéité dans l'analyse,
depuis la phase de collecte de l'information jusqu'au calcul des résultats, et donc de pouvoir compiler les résultats au plan national par la suite. Des questionnaires et grilles d'entretien étaient disponibles, à charge des coordonnateurs régionaux de les imprimer et de les diffuser à leurs enquêteurs. Des grilles de saisie des questionnaires, sur Excel, étaient fournies, de même que des tableaux à compléter au cours du traitement des données, selon une procédure à respecter impérativement. Le cheminement était précisé à travers un modèle de traitement mis en ligne. L'exemple d'un traitement des données chiffrées par nos soins d'un site de la CMR pouvait être utilisé par les coordonnateurs régionaux pour mettre en œuvre leur analyse sur leur région. Par ailleurs, le mode de fonctionnement entre les parties prenantes à l'étude était précisé à travers des fiches pratiques relatives à la convention d'utilisation de la méthode, aux moyens humains nécessaires, au calendrier. Les coordonnées des coordonnateurs régionaux pouvaient être consultées, de sorte qu'il était possible de trouver une solution à son problème en contactant le responsable de l'étude dans une autre région. Enfin, les interrogations ou difficultés rencontrées sur place pouvaient être soumises au CDES qui les centralisait, une réponse rapide étant fournie à tout questionnement par le biais d'une assistance technique. Tableau 6. Les fiches techniques à disposition des coordonnateurs régionaux de l'étude sur le site du CDES. Malgré une réunion mensuelle à la DIGE coordonnée par le CDES, les traitements n'ont pu être conduits à terme que très rarement au plan régional. L'un des enseignements de l'étude du point de vue de son organisation est qu'il faut concentrer l'énergie des interlocuteurs régionaux sur la collecte des données, ce qui a été remarquablement effectué, mais il est préférable de centraliser le traitement en un seul lieu. L'essentiel des données a été traité au sein de notre laboratoire, mais du temps et des efforts auraient pu être gagnés si cela avait été prévu dès le départ. Ceci a permis d'harmoniser l'ensemble de la démarche, et de réaliser des économies d'échelle. Procéder au même traitement pour chacune des régions permet d'être plus efficace et de gagner du temps par rapport à un traitement diffus en région où l'exercice n'est réalisé qu'une seule fois, avec un effet d'apprentissage important sans valorisation future de cet acquis. Illustration chiffrée. La démarche va être à présent illustrée à partir de l'exemple d'un site, celui de Marseille, qui a accueilli 4 matchs qualificatifs et 2 matchs de phase finale. Bénéfices liés à la consommation de l'événement, le surplus d'utilité des spectateurs. La courbe de demande pour l'événement sur le site de Marseille retenue pour modèle a pu être reconstituée en simulant des prix d'entrée fictifs additionnels, de 5 € en 5 €, figure 4. Cette courbe indique les sommes maximales que les spectateurs auraient été prêts à payer plutôt que de ne pas voir les matchs. Il faut atteindre un montant proche de 200 € pour dissuader tous les spectateurs d'entrer au match, ce qui constitue une somme sensiblement plus élevée que pour d'autres sites, 150 €, mais nettement inférieure à celle de Paris où le prix maximal s'est établi à 430 €. Le surplus d'utilité des spectateurs, par rapport au prix du billet effectivement payé, correspondant à l'aire sous la courbe, était de 8 611 346 €. Le surplus d'utilité des personnes assistant au match sur écran géant a été chiffré à 6 428 228 €, le nombre de personnes présentes ayant été estimé à 65 000 à partir d'un système de décompte par cercle concentrique. Sur ce site, les visiteurs écran géant provenaient de toute la France, contrairement à des apostrophes. Autres sites comme Nantes ou Saint-Étienne, où la zone de chalandise était plus limitée, environ une centaine de kilomètres autour de l'enceinte. La Coupe du Monde a donc généré de la satisfaction par sa consommation directe ou indirecte sur le site étudié, valeur d'usage, à hauteur de 15 039 574 €. Figure 4. La fonction de demande pour la CMR 2007 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bénéfices non liés à la consommation de l'événement, l'utilité sociale retirée par les habitants. Les contribuables régionaux ont pu exprimer leur soutien à l'événement lors d'une enquête contingente, visant à identifier leur consentement à payer. On parle de valeur de non-usage. Les estimations réalisées, tableau 5, montrent l'intérêt que la population attache aux événements sportifs régionaux en général et à la Coupe du Monde 2007 en particulier. Le consentement à payer moyen s'établit à 4,08 € pour les femmes
et à 3,93 € pour les hommes. L'écart de perception que l'on anticipait entre les femmes et les hommes ne se trouve donc pas vérifié, alors qu'il l'est pour d'autres régions de l'étude. Au total, la valeur de non-usage des habitants se monte à 13 502 422 €. Tableau 7. La valeur de non-usage de la Coupe du monde de rugby en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les riverains du stade ayant fait l'objet d'une enquête spécifique, il apparaît que leur consentement à payer individuel pour la CMR, 3,76 € en moyenne, est très proche de celui des autres habitants. Près de 80% d'entre eux ont déclaré n'avoir supporté aucune nuisance, 13% ayant rencontré des problèmes d'encombrement routier, 10% des émissions de déchets et 9% des nuisances sonores. Même si les nuisances sont plus fréquemment rencontrées pour les riverains que pour les autres habitants, 94% déclarent aucune nuisance, ou que les fans de rugby, 92% n'ont pas supporté de dommages, cela ne semble pas avoir compensé la jouissance du fait d'avoir un événement de telle ampleur organisé près de son domicile. Au total, en multipliant le nombre de riverains estimé à 112 903 adultes, la satisfaction retirée par les riverains se monte à 424 266 €. L'enquête administrée auprès de fans de rugby, pratiquants ou spectateurs, montre, comme on pouvait s'y attendre, un soutien plus fort à la CMR, le consentement à payer des impôts individuels s'établissant à 5,82 €, soit près de 2 points au-dessus des autres résidents de la région. Le soutien de ces 32 811 fans de rugby adultes peut alors être chiffré à 191 055 €. Par ailleurs, ces derniers seraient prêts à s'acquitter pour le quart d'entre eux, d'une somme additionnelle hors impôt pour contribuer à financer l'événement, le montant moyen annoncé étant alors élevé puisque s'établissant à 50,08 €. Ce soutien complémentaire représente alors au total 417 279 €. Enfin, il leur était demandé également s'ils accepteraient d'aider à l'accueil de la CMR, ce qui a été le cas de 13,8% des fans de rugby de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'agit pour l'essentiel d'être bénévoles, 81,3% des fans acceptant un soutien non financier, et dans une moindre mesure de fournir gracieusement de l'hébergement, 18,8%. Les motifs de paiement retenus par les trois grands types d'habitants tableau 8 relevaient plus fortement de la perception des enjeux territoriaux de la manifestation à dimension altruiste. Respectivement 94,2% et 87,9% des habitants et des riverains considèrent que cela a motivé leur soutien, qu'à dimension personnelle, avec néanmoins respectivement 58,1% et 62,6% des réponses. La CMR est d'abord perçue comme revêtant des enjeux économiques et touristiques, respectivement 29,3 et 58,2% pour les habitants et pour les riverains, procurant de l'exposition médiatique de la région, 18,9 et 37,4% selon les populations, et intégrant une dimension éducative et plus largement sociale forte, 16,4 et 28,6%. Ce dernier aspect est renforcé par le fait que le taux d'acceptation élevé du motif de paiement, partage des valeurs traditionnelles du rugby, recouvre lui aussi une dimension sociale. Les motivations plus individualistes significatives concernent l'opportunité de recevoir des amis ou la famille, 24,1 et 16,5% respectivement pour les habitants et les riverains, la valeur d'option de la CMR, 20,5 et 12,1%, le fait d'y avoir assisté ou l'amélioration future de la qualité des matchs de championnat. Tableau 8. Les motifs de paiement des contribuables pour la Coupe du monde de rugby en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les fans de rugby se distinguent ici encore. Ils l'avaient déjà fait pour le montant élevé de leur consentement à payer, sur la question concernant les raisons de leur soutien. En effet, le clivage entre agréments personnels et enjeux régionaux semble ici peu pertinent. Acceptation de ces deux groupes de raisons à 64% dans les deux cas. Les motifs à dominante sportive semblent pour eux tout autant, voire plus importants que les autres raisons. Ainsi, le partage des valeurs traditionnelles du rugby et l'expansion du rugby amateur et professionnel sont les principaux motifs de paiement pour ce qui concerne les enjeux régionaux de l'événement. Coûts. Les coûts supportés par la collectivité publique, tableau 9,
sont indirectement supportés par le contribuable et il sera donc intéressant de les mettre en balance avec les bénéfices engendrés en termes de bien-être économique pour la population. Tel est d'ailleurs l'objet même de l'analyse coûts-avantages. Les dépenses engagées sont de différents types. Il y a d'abord des dépenses de construction consacrées soit aux installations sportives, soit aux infrastructures nécessaires pour la communication. À Marseille, des investissements lourds ont été réalisés, 8 810 000 €, en particulier la rénovation du stade Jean-Bouin. La difficulté est en ce domaine de déterminer quelle partie des travaux et des charges associées résulte du seul événement. C'est le coût marginal de la CMR en termes d'infrastructure que devaient évaluer les responsables scientifiques régionaux. Une des caractéristiques de la CMR est d'avoir engendré peu d'investissements, souvent uniquement l'installation de 2 écrans géants dans les stades, ce qui a largement permis la profitabilité de l'opération. 33,9 millions d'euros de bénéfices GIP France 2007. La CMR s'est aussi particularisée par l'ampleur des actions d'animation qui ont été mises en place autour de la manifestation, 1500 animations à travers la France, ce qui témoigne d'une volonté nouvelle de valoriser territorialement l'événement, via ou en dehors des comités locaux de coordination. Ainsi, les dépenses d'animation représentent environ l'équivalent de 50% des frais d'organisation en eux-mêmes. En matière de frais d'organisation, doivent être comptabilisées non seulement les dépenses mais aussi les aides indirectes comme les exonérations de taxes, notamment la taxe sur les spectacles, et la mise à disposition de personnel. On considérera qu'il y a là un coût d'opportunité, c'est-à-dire que ces moyens publics auraient pu être employés à un autre projet si la Coupe du Monde n'avait eu lieu ici. Il a donc fallu procéder à un recensement des services et des personnels employés à la CMR, et valoriser le temps passé en fonction de la grille de rémunération de la fonction publique territoriale. Il est possible que nous ne soyons pas exhaustifs ici, nos évaluations reposant sur les informations transmises par les décideurs. Le total des coûts associés à l'accueil de la CMR en Provence-Alpes-Côte d'Azur a été évalué à hauteur de 16 654 233 €, et il est supporté à plus des 2/3 à l'échelon communal. Tableau 9. Les coûts supportés par les collectivités publiques pour la Coupe du Monde de rugby dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vient s'ajouter à cela le coût des dommages occasionnés, qui a été estimé à partir d'une question sur le consentement à recevoir de l'interviewé, du fait des dommages occasionnés par l'accueil de la compétition. Très peu de personnes ont considéré qu'elles devaient recevoir une indemnité, soit 1,1% des riverains du stade et 0,57% des fans de rugby, avec un montant d'indemnité souhaité de 10 €. Les coûts pour la collectivité doivent être augmentés de ces nuisances, soit au total de 14 143 €. Résultat net. La différence entre les bénéfices et les coûts doit finalement être calculée pour déterminer soit un bénéfice social net, si le solde est positif, soit un coût social net, si le solde est négatif. Dans le premier cas, l'événement relèvera d'un projet désirable du point de vue de l'utilité générée pour la population. Dans le second, la légitimité du projet pourra être remise en cause sur la base de la satisfaction que les habitants en retirent. Pour ce qui concerne la Coupe du Monde à Marseille, tableau 10, un bénéfice social net de 12 906 220 € a été créé, ce qui conforte les décideurs publics a posteriori quant au choix qu'ils ont effectué d'accueillir cet événement. Tableau 10. Bilan coûts-avantages de la CMR 2007 dans la région étudiée. Conclusion. La Coupe du Monde de rugby a été l'occasion d'expérimenter une technique innovante dans la mesure des effets économiques et sociaux d'un événement. Au-delà de l'utilité sociale créée, unique aspect traité dans cet article, cette étude a aussi mesuré les retombées monétaires de l'événement pour la région. Autrement dit, la valeur ajoutée créée du fait de la CMR a été quantifiée. Il s'agit du calcul d'impact économique traditionnel des retombées qui sont habituellement évaluées lors de grands événements. Avec cette double mesure du bien-être généré d'une part, et des effets d'entraînement sur l'activité économique d'autre part, il nous semble qu'un instrument permettant d'aborder les enjeux de tout événement dans ses principales dimensions est aujourd'hui disponible.
Cet outil qui s'est avéré opérationnel, les difficultés rencontrées devront être répertoriées et des solutions trouvées, pour un événement complexe, multisite, comme la CMR, est désormais immédiatement mobilisable pour d'autres grandes manifestations sportives. Dans le cadre de la rationalisation des politiques publiques en matière de candidature aux grands événements sportifs très coûteux en général, la démarche évaluative proposée nous semble répondre à une forte demande sociale. Cette réflexion originale permet également de se positionner au plan international dans les réseaux de chercheurs qui se développent autour de cette thématique des retombées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.